Je suis très content d'être ici. Je viens de Nice, entre Nice et Monaco. Hervé de Monde Mystérieux vous présente une conférence sur les astres à l'occasion de la Nuit est belle 2023 à Archamps, en Haute-Savoie, en collaboration avec l'association Les Voiles de l'Inconnu. Alors voilà, moi c'est vrai que je suis passionné par certains thèmes. Suite à des expériences qui me sont arrivées dans ma vie, j'ai décidé de mener quelques investigations très personnelles sur pas mal de sujets. Et comme je le disais, j'ai bossé pas mal d'heures dessus puisque je me disais jusqu'où ça va m'amener. Et vous allez voir, la nuit va être très très belle, malgré la pluie. Donc voilà, moi j'ai mon site web, Monde Mystérieux. On essaye tant bien que mal de parler de ces sujets, mais c'est pas facile. Voilà, juste pour faire un petit résumé, donc je vais vous parler ce soir, c'est des astres en général, puisque on s'aperçoit que depuis plus de 2000 ans, et même voire plus, on parle d'étoiles, on parle de constellations, on parle d'astres, on parle de beaucoup de ces choses-là. Alors voilà, déjà il faut comprendre ce que c'est qu'un astre. Il faut savoir ce que c'est un astre. Qu'est-ce que c'est? Ah, les enfants, peut-être vous savez ce que c'est un astre. Oh non, je sais pas le mot ce que ça veut dire, mais par contre ça c'est des planètes. Ah, bon, t'es pas loin. Alors oui, effectivement, les astres, ça peut être donc des soleils. Quand on voit, quand on se rappelle de la scène du Roi Lion, hein, qu'est-ce que c'est que ces points lumineux qui brillent? C'est des bulles de gaz qui brûlent à des millions de kilomètres. C'est pas faux. Hein, Pumba, il s'était pas trompé quand il disait ça. Donc ça peut être des soleils, effectivement, des bulles de gaz qui sont très loin, ou dans notre galaxie, ou en dehors de notre galaxie. Ça peut être des planètes, ou des petites planètes qu'on va voir, qu'on appelle ou lunes ou satellites. Vous allez voir que certaines planètes ont des lunes ou ont ce qu'on appelle des satellites naturels, donc ce qui est beaucoup plus petit qu'une lune. Et puis il y a tout ce qui est astéroïdes et comètes. Alors ça peut être solaire, ça peut être extrasolaire, donc, ou dans notre système solaire ou à l'extérieur de notre système solaire. Après, pour les planètes, il y a toutes ces petites planètes. Alors par exemple, dans notre système solaire, hein, comme vous le savez tous, il y a quoi comme planète, les enfants? On a quoi comme planète? Je pense que dans là il y a Saturne. Et à part Saturne? Je sais pas. Alors, il y a des planètes. C'est le soleil. Ah, mais le soleil, alors, effectivement, ça fait partie du système solaire, mais voilà, exactement. Donc, effectivement, donc on a les planètes les plus connues, Mercure, Vénus, donc on a notre Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Alors voilà, ça c'est une photo que j'ai prise directement sur Wikipédia. Là, ça montre bien notre système solaire comme si c'était une coupe transversale en fait. Donc nous avons les planètes que j'ai énumérées avec leur lune. Donc on voit par exemple, nous la Terre, on a notre lune. On voit Mars qui possède 2 lunes. Et là c'est bien expliqué hein, finalement sur cette photo, puisqu'il y a la première ceinture d'astéroïdes qu'on voit ici, et la deuxième ceinture qui est peut-être à la sortie de notre système solaire. Et puis, donc, cette partie là où on est, là où la Terre elle vit, c'est tout ce qui est planète tellurique. Et après, il y a les planètes gazeuses, c'est tout ce que vous voyez là, qui ont énormément de lunes. Alors, ça c'est des constellations. Ah bien! Effectivement, c'est des constellations, toutes celles qu'on connaît. Et il y en a plusieurs, effectivement. Donc, alors voilà, je ne suis pas non plus expert, mais on voit très bien qu'il y a par exemple la petite ours. Bon, de toute façon, c'est noté. Voilà, tout à fait, très bien, la casserole. Et il y en a d'autres assez connus, mais finalement, ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est qu'il y a 88 constellations astronomiques, c'est-à-dire 88
constellations connues, répertoriées. Il faut savoir que les signes astrologiques, qui est différent des constellations astronomiques, ont commencé à faire leur apparition en Mésopotamie. Je vais revenir dessus dans un instant. Mais finalement, on s'aperçoit qu'il n'y a pas l'un sans l'autre, puisque c'est vrai qu'on ne peut pas mélanger les constellations connues, comme celle-ci, les 88. Alors il y en a peut-être plus, puisque des anciennes civilisations parlent d'autres, c'est-à-dire de plus de 88. Mais on s'aperçoit qu'on ne peut pas parler de ces constellations sans parler des signes astrologiques. Voilà, ça c'est toutes les possibilités que nous offrent les astres. Alors ça dépend de quel point de vue vous les voyez, puisqu'il y a toujours un point vernal, ce qu'ils appellent un point vernal, c'est-à-dire quand vous regardez les étoiles, vous regardez d'un point de vue fixe. Donc bien évidemment, si vous êtes dans le sud, ça dépend de... Si vous êtes dans l'hémisphère nord, vous n'allez pas voir pareil que ce que vous allez voir dans l'hémisphère sud, pardon. Et vice versa, et ça dépend du mois aussi, le mois de janvier et le mois de juillet qui sont totalement inversés, puisque là encore une fois, alors je vais y aller petit à petit, puisqu'on parle de précession. Donc voilà, alors ça par exemple, c'est un point de vue, donc si on regarde toutes les étoiles, depuis l'équateur, donc ça forme une sinusoïde, donc il faut savoir que l'équateur c'est en plein milieu de la Terre. Et de ces 88 constellations, il y en a 12 qui correspondent approximativement au signe du zodiaque. Hein. Comme je le disais, il n'y a pas l'un sans l'autre en fait. Voilà. Si on n'avait pas les signes du zodiaque qui ont fait leur première apparition donc en Babylonie et en Égypte, on n'aurait pas eu ces 88 constellations. Donc là, effectivement, qu'est-ce qu'on voit? Donc, comme je disais, c'est une sphère céleste qui a été inventée en fait par les Grecs, et qui existe encore aujourd'hui puisqu'on s'en sert pour voir justement les constellations. Donc cette sphère céleste consiste à établir donc, cette sphère qui est autour de la Terre. On a dit un moment parce qu'on pensait que tout tournait autour de la Terre en fait. Et en fait on s'est rendu compte par la suite que c'est pas vrai que tout tournait autour du Soleil. Donc je vais juste bifurquer avant de vous raconter tout ça, puisqu'on s'aperçoit qu'il y a en fait, il y a cette double sphère, hein, vous voyez, et c'est ce qui, comment dire, vous allez de suite comprendre, puisque les astrologues s'en servent donc, pour faire leurs prédictions, et les astronomes s'en servent. C'est pour ça qu'il n'y a pas l'un sans l'autre. Mais ces précessions des équinoxes qui existent, qui durent 26 000 ans, fait décaler en fait ces deux cercles. Donc comment ça marche? Dans ce qu'on appelle l'astrologie tropicale, donc c'est-à-dire l'astrologie des journaux, ce qu'on voit dans le journal, hein, par exemple, les signes du zodiaque sont les 12 secteurs du cercle de l'écliptique, de 30 degrés de longitude, chacun compté à partir du point vernal, hein, c'est ce que je disais, c'est-à-dire d'un point central, donc en l'occurrence de la Terre. Lorsque le Soleil traverse un de ces secteurs, on dit que la personne est née sous le signe en question, ce qui est logique. Alors c'est pour ça que j'ai mis qu'est-ce qui est arrivé le premier, l'œuf ou la boule, puisque, comme je disais, il n'y a pas l'un sans l'autre. Alors je ne sais pas si vous avez compris, c'est un petit peu technique, mais j'ai eu du mal moi-même à comprendre. Mais s'il n'y a pas l'un, il ne peut pas avoir l'autre. Donc qui est arrivé le premier? C'est ça, moi je me pose toutes ces questions. L'astrologie sidérale, contrairement à l'astrologie tropicale classique et fixe, repère les signes du zodiaque par rapport aux constellations d'étoiles. Pour cette forme d'astrologie, il est nécessaire de tenir compte de l'effet de la précession des équinoxes, et je reviendrai dessus tout à l'heure, qui fait dériver de ce point vernal, donc c'est-à-dire le point central, d'1 degré tous les 72 ans, et donc décale sensiblement le calendrier lié aux étoiles d'un jour tous les 72 ans. C'est pour ça qu'il y a quasiment un mois de décalage. Ce changement progressif conduit à un cycle de 26 000 ans, à l'issue duquel les constellations retrouvent leur place initiale. Par conséquent, l'astrologie sidérale a toujours besoin du zodiaque de l'astrologie tropicale, donc l'astrologie fixe. Dans un cercle complet à partir de 4 parties, alors ça c'est comment les Babyloniens ils ont procédé. Dans un cercle complet et parfait, 4 parties égales de 90 degrés sont composées.
ces mêmes parties étaient divisées elles-mêmes toutes en 3, et de cette façon, on en a déterminé les 12 saisons de l'année. Vous voyez, c'est très simple. Sur un cercle de 360, on le divise en 4, et ces 4 parties, on les divise en 3, et ça donne les 12 saisons de l'année. C'est simple, mais il fallait y penser. Donc il faut se remettre à l'évidence. Comment les tout premiers, je ne peux pas dire astronomes, comment les toutes premières personnes se sont intéressées et ont fait des relevés? Tout simplement, comme vous êtes en train de voir, entre ces 2 montagnes, ils étaient assis, peut-être sur un banc, comme ça, ils regardaient le soleil, la lune, les étoiles, et puis ils faisaient des notes. Le soleil, il a 2 cm de plus, il est décalé. Et ça a commencé comme ça, comme vous êtes en train de le voir, entre ces 2 montagnes. Voilà. Donc, du coup, en cherchant, on s'aperçoit qu'il y a plein de... Comment on peut dire ça? D'observatoires, récents ou pas, de partout dans le monde. Donc, l'Arc de Triomphe est aussi un calculateur astronomique. Donc, phénomène astronomique 4 fois par an à Paris, vous imaginez, mais personne n'en parle, personne n'y pense. Solstice été, mai et août, solstice d'hiver, novembre et février. Donc du coup, il existe effectivement un phénomène astronomique, ce qui s'appelle un phénomène astronomique, qui se passe donc dans l'Arc de Triomphe. Aux alentours du 10 mai et du 1er août, le soleil se couche sous l'Arc de Triomphe, dans l'axe des Champs-Élysées, et on peut aussi observer le lever de soleil juste sous l'arche de l'Arc de Triomphe, autour du 6 février et du 5 novembre, depuis la venue de la Grande Armée. Donc tout a été répertorié, le point où c'est que vous pouvez le voir, ça dépend où c'est que vous vous mettez, alors tout est expliqué, même la latitude, etc. Mais on peut tout vérifier. Et puis, je me dis, mais il y a la Lune aussi, avec l'obélisque. Donc effectivement, il y a la Lune. Alors ça m'a fait penser à une scène d'un film. Je sais que je suis peut-être un petit peu trop cinéma, mais moi, voilà, je suis un petit peu comme ça. Dans le film Seul au monde, où Tom Hanks il se retrouve tout seul dans une île perdue, tout seul pendant 4 ans. Et en fait, on s'aperçoit qu'il trouve refuge dans une grotte, et on s'aperçoit que dans la grotte, alors j'ai mis la petite scène sur le côté, on voit qu'il y a le soleil qui passe à travers un petit trou. Et donc du coup, il a marqué le passage de cette lumière, et ça lui donne une espèce de signe comme le signe de l'infini. Il en a marqué les mois. En fait, grâce au soleil, il a marqué les mois de l'année. Voilà. Effectivement, cette spirale, on la retrouve toujours en représentation quand on parle de solstice ou d'équinoxe. Les solstices sont toujours aux extrémités, donc c'est-à-dire le 21 juin et le 21 décembre. Donc c'est le jour le plus long. Et là, ça tombe bien, aujourd'hui on est le 22. Donc entre le 22 et le 23 septembre, on a l'équinoxe d'automne. C'est peut-être pour ça qu'il commence à faire froid, il pleut, puisqu'on va passer sur l'hiver. Hein, ça, voilà, c'est quelque chose, c'est quelque chose d'important, cette petite spirale. Alors voilà, ce qu'on voit sur cette animation, on voit exactement ce que je vous ai raconté, c'est-à-dire comment le soleil, en fait, c'est-à-dire la position du soleil montre les équinoxes et les solstices tout au long de l'année. Et on voit que cette spirale de l'infini, ça se répète chaque année, en fait. Sur ces 4 points de cette pyramide, on voit tout, en fait. On voit le solstice d'été, les solstices au zénith, chose qu'on ne voit pas ailleurs, les équinoxes de printemps et d'automne, et les solstices d'hiver. On voit tout sur cette pyramide. Tout. Cette pyramide, ce qu'ils appellent El Castillo, ou la pyramide de Kukulkan, le temple de Kukulkan. Pourquoi il l'a appelé Kukulkan? Je vais venir dessus dans un moment. Chichén Itzá était alors un ancien observatoire astronomique pré-télescopique. Donc on peut s'imaginer que ces temples aussi, malgré les diverses théories qui sont sur Internet, on peut peut-être penser que c'était plus des observatoires astronomiques ou lunisolaires qu'autre chose. La pyramide repose sur une base de 51,5 mètres de large et 24 mètres de haut. Chaque côté a exactement 91 marches plus le temple supérieur, c'est-à-dire plus ce temple au sommet, ce qui représente en tout 365 jours exactement. Donc exactement les mêmes 365 jours de l'année.
sans compter les journées sextiles, mais bon, ça, je ne vais pas rentrer dans les détails. J'ai juste mis cette petite vidéo pour montrer la descente, ce qu'ils appellent la descente de Kukulkan aux équinoxes. C'est pour ça qu'ils l'ont surnommé la pyramide de Kukulkan. Mais je me dis, comment, à l'époque, quel ingénieur, quel architecte a dessiné cette pyramide pour faire en sorte d'avoir ce qu'ils appellent ce phénomène astronomique. Donc cette année, je me suis rendu, parce que ça faisait quand même 13 ans que je voulais m'y rendre, je me suis rendu au Guatemala, et difficilement puisque c'est tout un show pour rentrer au Guatemala. Et j'ai visité donc le parc national et ses temples et ses pyramides. Et voilà, ça c'est l'une des pyramides les plus connues, donc ce qu'ils appellent, dans mes vidéos je dis la patte de jaguar, mais en fait c'est pareil, c'est le grand jaguar en fait, c'est ce qu'ils appellent le grand jaguar. Et elle est très connue cette pyramide, mais vous allez voir encore une fois, parce qu'on se dit, mais ça, qui a fait ça et pourquoi dans la jungle. Parce que là je suis sur l'une des plus hautes pyramides, je crois qu'elle fait 55 mètres de haut. C'est là où ils ont tourné Star Wars, le premier Star Wars, l'épisode 4. Et dès que vous descendez, c'est la jungle à perte de vue. Vous descendez, vous marchez au milieu des arbres, il y a les singes, les iguanes. Et je me dis, qui a fait ça ici, à cet endroit-là? Et puis, encore une fois, voilà, il n'y a pas de hasard, puisque les pyramides verticales faisant office d'observation et de calculateur des astres. Les Mayas étaient les inventeurs de l'astronomie et des astronomes bien accomplis. Leur principal intérêt, contrairement aux astronomes occidentaux, était l'étude des mouvements du Soleil sur ses latitudes. Pareil, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, bon, j'ai noté un petit peu toutes les fonctions, puisque là, encore une fois, on retrouve le solstice d'été, le solstice d'hiver, les équinoxes de printemps et d'automne. Rien qu'en se figeant, par exemple, ici sur un point, comme d'habitude, ce qu'on appelle un point vernal, mais aussi on peut observer le mouvement des étoiles. Mais c'est toujours pareil, en fait, c'est toujours le même système. Et maintenant, j'ai compris pourquoi il y a 3 pyramides comme ça. L'ensemble des études sur les étoiles réalisées et bien établies par cette brillante société qui était les Mayas continue de surprendre les scientifiques aujourd'hui. Alors, il me semble que la NASA s'était intéressée au calendrier maya qui était beaucoup plus précis que leur calendrier. Leur obsession pour le mouvement des corps célestes reposait sur une conception cyclique du temps, et l'astronomie était l'outil qu'ils utilisaient pour comprendre l'influence des étoiles sur le monde. Alors, continuons la visite. Ça, c'est le site de Tulum, on le voit dans certains films. Pendant l'équinoxe de printemps dans le Yucatan, puisque j'ai eu l'occasion de voir ce site aussi qui est incroyable. Et à certaines périodes, le soleil passe par la petite fenêtre, à d'autres périodes par l'autre fenêtre. C'est quelque chose d'incroyable. Donc voilà, là je vais, attention, terrain glissant, puisque je vais exposer peut-être des éléments qui vont peut-être déranger, mais bon, on n'est pas beaucoup ce soir, alors ça va. Tiens, elle te ressemble beaucoup, Isabelle. Donc c'est une chercheuse, archéologue, archéo-astronomie, pardon, Chantal Volskiev. Voilà, c'est pas facile. Elle a étudié pendant des années, alors c'est un site qui est à 40-50 km de chez moi, la vallée des merveilles et toutes ces gravures rupestres, puisque aujourd'hui on ne sait ni de quelle tribu, ni ce que voulaient représenter ces gravures, et puis elle a trouvé. Alors elle se fait, je ne sais pas si je peux employer ce mot, elle se fait démonter par la communauté scientifique et historique, mais je vais expliquer un peu vite fait, vous allez comprendre vite fait. Chantal, on va rester sur Chantal, possède plus de 20 ans de recherche depuis les années 92 en archéoastronomie et ethnoastronomie. Tout d'abord dans la vallée des merveilles, un site de gravure, donc je viens de le dire, de gravure rupestre datant alors je ne sais pas si on dit chalcolithique ou calcolithique, et de l'âge du bronze ancien situé dans les Alpes-Maritimes, donc pas loin de chez moi. Et ensuite, à partir de 1998, une étude sur l'ensemble des grottes et abris ornés paléolithiques situés en France.
donc dans l'Atlas des grottes et Abri Ornay. Donc elle a continué à chercher pendant des années. Elle est tombée sur des résultats assez incroyables, vas-y. Donc voilà, par exemple, sur une roche, il y a cette gravure. Vous voyez, ces serpentins, c'est carrément des serpentins. Hein. Donc, elle dit, mais c'est pas des serpentins, ça, c'est les phases de la Lune. Donc, à travers les études et des mesures d'orientation géographique et astronomique réalisées sur le terrain, Chantal les met ensuite en relation avec les coordonnées célestes, donc spécifiques d'aujourd'hui, de chaque époque. Ces disciplines visent à établir les observations réalisées et les connaissances du ciel détenues par des groupes humains ayant créé les œuvres découvertes dans ces sites. Donc en fait, c'est tout simplement la Lune qui monte. En fait, c'est une représentation de la Lune. Bon, j'avais mis une vidéo. Donc la vidéo, c'était envoyé tout simplement le mouvement de la Lune et qui représentait ces serpentins. Donc elle a dit, mais c'est la Lune, c'est pas des serpentins. Et puis petite parenthèse, donc sur ce site, donc la Vallée des Merveilles, on trouve cette spirale, et puis, très curieusement, au Pérou, dans les plateaux des Nazca, on retrouve cette même spirale, et là on parle du Pérou. Hein. Et aux États-Unis, par exemple, dans le parc du Chaco Canyon, en Arizona, on retrouve cette même spirale. Et ces spirales, on les retrouve de partout dans le monde. Et selon certaines explications, ils prenaient cette spirale qu'ils considéraient comme étant un dieu. Mais de quel dieu il voulait parler? Du dieu de la création. Donc, bon, hasard, mais je voulais quand même vous le montrer. C'est assez incroyable. Ouais. Et voilà, conclusion. Donc, nous l'avons vu dans cette démonstration. J'ai résumé en une heure plus de 40 ou 50 000 ans d'évolution astronomique. Aujourd'hui, il vous suffit d'un seul clic pour accéder à d'innombrables pages d'informations sur les astres, les planètes, la galaxie, le cosmos. Cette incroyable évolution n'est pourtant pas suffisante pour nous apporter quelques réponses existentielles et peut-être d'ordre métaphysique. Pourtant, l'étude et l'intérêt des astres, comme on l'a vu tout à l'heure, et du ciel ont commencé il y a plus de 40 siècles avant notre ère, si ce n'est pas 380, puisque la dame qu'on a vue tout à l'heure, la Chantal, elle remet à 380 siècles, donc 38 000 ans, les premières personnes qui ont observé. Bon, j'ai pas tout mis. Mais les astres ne mentent pas. On arrive à retracer l'histoire à travers les astres. On arrive à retracer les astres à travers l'histoire. Les astres devraient nous aider à trouver une solution, une échappatoire. Il en va de soi, en tout cas pour l'avenir de la planète et la conscience humaine. Mais comme je le disais, les astres ne mentent pas. Alors, doit-on continuer à s'intéresser aux étoiles si tout est à portée de clic aujourd'hui? La réponse est indubitablement oui. Et tout être humain doit se pencher sur ces questions, car au final, elles seules peuvent apporter les réponses. Ce sont les étoiles. Voilà. Bravo Hervé, bravo. J'ai fait 8 au final. Les conditions étaient extrêmes, c'est héroïque. C'est un énorme travail. J'ai pas tout mis en plus. J'ai pas eu le temps, mais ça n'en finissait pas. Au revoir. Bonne soirée.